Un policier raciste frappe un juge noir au tribunal et est choqué lorsqu'il riposte. Les doubles portes en bois s'ouvrirent en grinçant, tel le lent soupir d'une bête endormie depuis longtemps, ne s'éveillant que pour le sang. Dans la salle d'audience, si B, tous les regards se tournèrent, certains avec curiosité, d'autres avec dédain, quelques-uns avec une terreur sourde. Les caméras cliquèrent discrètement depuis la galerie, les flashs atténués par l'insistance préalable du juge, mais toujours présents, continuant d'enregistrer. Le silence s'étira, épais et tendu comme l'air avant la foudre. Le juge Malcolm Reeds entra, non seulement comme une silhouette derrière son banc, mais comme un homme entrant sur un champ de bataille où la guerre était invisible, mais non moins meurtrière. Sa robe sombre flottait autour de lui comme des nuages d'orage cousus de tissu, la démarche lente et posée d'un homme qui savait que chaque pas pouvait résonner bien au-delà de cette salle d'audience. Du haut de son mètre 80, avec une présence qui semblait attirer la gravité vers lui, Malcolm se tenait avec la retenue de quelqu'un qui avait connu trop de guerres pour croire que la victoire était un jour évidente. Sa mâchoire, serrée par une résolution maîtrisée, son regard, sévère et indéchiffrable, balayait la salle, scrutant les visages comme un soldat inspecterait un champ à la recherche de mines cachées. La salle d'audience si B était bondée. Chaque banc était rempli de journalistes griffonnant des citations qu'ils avaient déjà transformées en gros titres. Des policiers en uniforme, l'air impassible, entraîné. Des fonctionnaires en costume sur mesure, dont beaucoup s'étaient discrètement battus pour empêcher la tenue de cette audience. Et il y en avait d'autres. Des ombres à l'eau de Cologne onctueuse et des menaces murmurées, des hommes qui comprenaient que le pouvoir ne se criait pas mais se mettait en scène. Une poignée d'entre eux regardaient droit devant eux, les bras croisés, leur visage ne trahissant rien. Ce n'était pas une audience de routine, c'était l'audience, celle qui menaçait de briser un système fondé sur le silence et l'instinct de survie. L'affaire avait consumé la ville dans un brasier lent et implacable, allumé des semaines plus tôt lorsque Jamari Wells, 17 ans, avait été retrouvé inconscient dans une cellule de détention après ce que la police avait qualifié de « rappel de terrain ordinaire ». Les photos diffusées aux médias, le visage de Jamari tuméfié, les mains molles à côté de draps tachés de sang, avaient transformé un incident local en un tollé national. Les affaires internes avaient été acculées, puis mises en examen, et enfin, à contre-cœur, dans cette salle d'audience. Et là, assis à la table de la défense, l'air serein et suffisant, se trouvait l'agent Garrett Klein. Il portait son uniforme bleu comme une armure, impeccable et impeccable, malgré sa suspension sans solde. Il se laissa aller dans son fauteuil avec une aisance qui confinait à l'arrogance, jetant un regard circulaire à la salle, comme s'il présidait. Il ne salua pas l'entrée du juge. Il n'en avait pas besoin. Son assurance ne provenait pas de son innocence, mais de son isolement. Derrière lui se dressait une forteresse. Le syndicat de police, l'élite politique, le mécanisme secret des accords et des faveurs accumulées depuis une décennie. Le visage de Klein ne trahissait aucune inquiétude. Juste la subtile courbe d'un homme qui avait déjà été accusé et en était ressorti indemne. Cela faisait 2 semaines que la mère de Jamari était passée à la télévision, les mains tremblantes, brandissant la photo de son fils à l'hôpital. Sa voix s'était brisée lorsqu'elle avait décrit le moment où elle l'avait appris. Comment l'agent lui avait dit que Jamari avait résisté? Comment l'hôpital ne pouvait pas garantir qu'il se réveillerait? Ce soir-là, après la diffusion, le juge Reeds était rentré tard chez lui et avait trouvé une enveloppe non marquée glissée sous sa porte d'entrée. Pas de mots, pas d'explication, juste une clé USB glissée dans un pli en papier craft. Malcolm n'avait hésité qu'un instant avant de l'insérer dans son ordinateur portable. L'image était granuleuse, mais ce qu'elle captait était irréfutable. La caméra arrière d'une voiture de patrouille, probablement oubliée lors du contrôle technique, montrait Jamari tiré de la banquette arrière, jeté à terre et battu avec l'efficacité experte d'un homme qui l'avait déjà fait. Aucune résistance, aucune menace.
Juste un garçon demandant « Pourquoi ?» Et les coups qui ont suivi. Les voix des agents étaient étouffées, mais les insultes, elles, ne l'étaient pas. Et puis, vers la fin, le cliquetis caractéristique d'un couteau jeté près de la main inerte de Jamari. Le rapport officiel ne mentionnait rien de tout cela. L'expéditeur des images restait inconnu, même maintenant. Mais les images elles-mêmes avaient transpercé Malcolm comme une lame. Ce n'était pas seulement choquant, c'était familier. Il avait grandi en comprenant comment les systèmes rejetèrent la faute sur les autres, comment la paperasse effaçait la vérité. Et maintenant, en tant que juge, il se trouvait à l'intersection de ces mêmes systèmes. Ignorer les images, c'était participer à l'effacement, et il ne pouvait pas. Il ne voulait pas. Parce que Malcolm savait ce que signifiait être noir dans cette ville et détenir le pouvoir. Un pouvoir emprunté, conditionnel, examiné. Le genre de pouvoir qui invitait aux sourires en public et à la calomnie en privé. Le genre qui ressemblait plus à un projecteur qu'à un bouclier, surtout quand ce pouvoir était utilisé pour défier le système même qu'il avait accordé. Du haut de son siège, il ne laissait aucune trace de la guerre qui le menait. Son expression restait gravée dans la pierre. Sous la surface, cependant, les calculs ne s'arrêtaient jamais. Jusqu'où pouvait-il aller sans perdre sa juridiction? Qui, dans cette salle d'audience, tenterait de le réduire au silence par la procédure ou la politique? Pouvait-il faire confiance à l'accusation pour mener cette affaire sans céder au poids qui pesait sur elle? L'équipe de l'accusation, assise à la longue table, s'agitait nerveusement, la tête basse, les papiers bruissant comme des feuilles sèches. Eux aussi avaient subi des pressions, certaines manifestes, la plupart implicites. Personne ne voulait que cette affaire soit portée devant les tribunaux. Trop de fils reliaient les mêmes mains. De l'autre côté de l'allée, les avocats de la défense, posés, chuchotaient avec Klein, échangeant parfois des notes. Ils semblaient connaître l'issue du procès. Au premier rang était assis le sénateur Douglas Frame, le bulldog politique qui avait bâti toute sa carrière sur la loi et l'ordre, et avait rédigé des lois protégeant les policiers des poursuites civiles. Sa présence n'était pas seulement symbolique, elle était territoriale. Un rappel à tous les spectateurs que ce procès ne concernait pas seulement Klein ou Jamari. Il s'agissait des limites de la responsabilité. À côté de lui était assis le commissaire Bradley Hoyt, chargé d'enquêter sur les abus policiers, mais qui n'avait quasiment rien dit depuis le début de l'affaire. Le regard de Malcolm s'attarda sur lui une seconde de plus. Hoyt ne broncha pas. Son regard était vide, contrôlé. Le silence dans la pièce, épais comme du ciment humide, fut brisé par le coup sec du marteau. Le tribunal est en audience. Les mots tombèrent comme du fer. Le premier témoin fut appelé. Un analyste médico-légal avec 30 ans d'expérience, les mains fermes, la voix sèche. Il confirma que le couteau prétendument retrouvé près de Jamari ne portait aucune empreinte digitale, ni celle de Jamari, ni celle de Klein. Pas d'ADN, pas de sang, rien. Il avait été enregistré comme pièce à conviction 3 jours auparavant pour une autre affaire, puis réaffecté accidentellement. Une erreur administrative selon le rapport initial. La défense souleva des objections. Le juge les rejeta. Le deuxième témoin, un jeune policier arrivé sur les lieux, s'agita, mal à l'aise, à la barre. Interrogé sur ce qu'il avait vu, son regard se porta brièvement sur Klein, puis se posa de nouveau sur ses mains. Il balbutia. La sueur perlait à son col. Il dit ne pas s'en souvenir. Malcolm observe chaque mouvement de son visage. Le jury, un mélange étrange de civils et de professionnels, certains impassibles, d'autres visiblement perturbés, prenait des notes en silence. L'un des jurés, un homme noir d'âge moyen vêtu d'un blazer gris, ne quittait pas Klein du regard. Dehors, des manifestants bordaient les marches du palais de justice. À l'intérieur, la tension ne fit que s'accentuer. L'incendie avait commencé, petit et maîtrisé. Mais Malcolm sentait déjà la chaleur monter, léchant les limites de la procédure. Ce n'était plus seulement un procès, c'était une faille qui se fendait sous leurs pieds. Et pourtant, l'agent Garrett Klein affichait ce sourire narquois,
comme si rien de tout cela n'avait d'importance, comme si la salle d'audience, les témoins, le juge lui-même, tous ces éléments d'une pièce qu'il avait déjà vue. Mais Malcolm Reeds savait que ce n'était pas le cas. Il savait que même les représentations les mieux orchestrées peuvent s'effondrer, surtout lorsque le rideau est forcé. Et le feu, désormais allumé, n'était pas facile à éteindre. 2 jours après le début du procès, l'atmosphère au palais de justice semblait radioactive. Les tribunes étaient pleines, mais la salle elle-même vibrait d'un silence plus fort que n'importe quel cri. Chaque respiration des personnes présentes avait un goût fade, pollué par la peur, par des vérités enfouies qui se frayaient un chemin vers la lumière. Le juge Malcolm Reeds était assis plus droit que d'habitude derrière le banc, mais sous sa robe, sous le rythme régulier de son marteau et son ton mesuré, une tempête grondait dans sa poitrine, non seulement à cause du poids du procès, mais aussi à cause de ce qui avait commencé à l'encercler comme des vautours. D'abord, les appels, des voix officielles, enveloppées d'inquiétude, qui se transformèrent vite en menaces. Puis l'enveloppe, non marquée, glissa sous la porte de son bureau. À l'intérieur, une photo granuleuse. Son fils Kyle, âgé de 12 ans, debout dans la cour de l'école, son sac à dos en bandoulière. Malcolm ne l'avait pas montré à sa femme. Il n'avait pas appelé la police. Il fixa simplement la photo jusqu'à ce que l'encre semble couler sur le papier. Puis il la replia, la glissa dans la poche intérieure de sa veste et se remit au travail. Mais à partir de ce moment, son regard ne cessa de scruter la salle d'audience. Chaque tressaillement, chaque murmure, chaque téléphone sorti trop vite d'une poche, tout était enregistré. Le procès venait à peine de commencer, mais il s'effaçait déjà des couches que la ville avait passé des années à recouvrir. Le premier témoin, l'ancien flic débutant Ian Frazier, était assis, tremblant, les mains visiblement tremblantes, agrippé aux accoudoirs. Il était jeune, à peine sorti de la phase des yeux écarquillés, mais quelque chose dans son expression avait vieilli du jour au lendemain. Sa voix se brisa lorsqu'il raconta cette première nuit de patrouille avec l'agent Klein, la première fois qu'on lui avait dit de laisser la caméra piéton éteinte pendant les vraies affaires. Poussé plus loin, il admit que Klein lui avait ordonné de ne laisser la caméra tourner que lorsqu'elle paraissait propre. L'insinuation s'insinua comme une lame. Dans la foule, une vague de dégoût parcourut silencieusement les observateurs. Familles de victimes, militants, défenseurs de la justice, tous les yeux écarquillés comme s'ils avaient entendu les noms dits plus forts que ceux prononcés à voix haute. D'autres témoins suivirent. Un officier supérieur, les yeux éteints par des années de soumission, reconnut sous serment qu'un couteau avait été planté sur Jamari Taylor alors qu'il était déjà face contre terre, menotté et en sang. Il n'y avait eu aucune lutte, pas d'armes, juste des ordres. Dès que cet aveu fut prononcé, des exclamations de surprise jaillirent du public et un murmure se répandit comme un incendie incontrôlable. Mais tandis que la galerie chancelait, la défense ne broncha pas. Leur avocat principal, un pitbull argenté nommé Renner, se leva calmement et déposa une nouvelle requête pour exclure le témoignage. Son argumentation reposait sur des questions de procédure, des subtilités de la chaîne de possession, tout ce qui pouvait étouffer la vérité avant qu'elle ne prenne racine. À huis clos, la corruption était pire que quiconque ne l'avait imaginé. Le juge Reeds avait découvert que le procureur général de la ville, Harold Denton, était corrompu. Une trace numérique, enfouie sous des heures de notes internes scellées et de paiements anonymes, avait permis de verser des pots de vin qui avaient fait disparaître des preuves cruciales avant même d'arriver au tribunal. L'un des dossiers manquants était un rapport d'expertise judiciaire prouvant que les vêtements de Jamari ne portaient aucune trace du couteau présumé, ni fibre, ni sang, ni empreinte. Le rapport avait été signé, mais jamais signé. Il avait disparu en cours de traitement, comme par hasard. Reeds, déjà en proie à des troubles du sommeil, entreprit de tout documenter lui-même. Un journal relié en cuir était caché dans son cabinet, ses pages se remplissant de noms, de dates, de dissimulation, de pots de vin et de complicité.
Plus il remontait la piste, plus il sentait le pouvoir. 2 semaines avant le début du procès, Malcolm avait fait un choix que peu de gens dans sa position avaient jamais fait. Un soir, il avait quitté le tribunal, enfilé un simple manteau gris et conduit 3 heures hors de la ville jusqu'à une cabane isolée nichée à l'orée d'une forêt envahissante. Là, sous la faible lumière d'une véranda, Jamison Beck, un homme autrefois salué comme le meilleur limier du gouvernement pour sa lutte contre la corruption au sein des agences fédérales, l'attendait. Beck avait disparu de la vie publique des années auparavant, sans laisser de traces après avoir révélé un réseau de prisons secrètes opérant à l'étranger. Beaucoup le pensaient mort, mais Malcolm savait qu'il n'en était rien. Ils s'étaient entraînés ensemble des décennies plus tôt, avaient partagé des secrets dans des bars éclairés par le feu pendant leurs premières années d'études de droit. Il avait plus confiance en Jamison qu'en quiconque encore en vie. À l'intérieur de la cabane, Jamison avait glissé un épais dossier sur la table sans un mot. À l'intérieur se trouvaient des documents, courriels imprimés, mémos interceptés, captures d'écran et notes manuscrites, tous traçant un réseau grotesque de collusion. Au centre, l'agent Garrett Klein et son unité. Mais la corruption ne s'arrêtait pas aux brutalités policières. Elle s'étendait à un contrat de prison privé, signé en secret par le sénateur Elliot Frame et le commissaire de police Hoyt. Chaque condamnation obtenue par l'unité de Klein se traduisait par des points de paiement. Plus de corps signifiait plus de lits occupés, et plus de lits occupés signifiait plus de chèques remis aux responsables. Le dossier pesait plus que du papier. Il portait l'odeur nauséabonde d'une ville se nourrissant silencieusement de ses plus vulnérables. Jamison s'était adossé à son siège, la voix basse et grave, rappelant à Malcolm que la salle d'audience dans laquelle il s'apprêtait à entrer n'était pas seulement une scène de justice, c'était un champ de bataille. Ce qu'il autorisait ou réprimait dans cette salle deviendrait un précédent, un message gravé dans la colonne vertébrale de la ville. « À vous de décider ce que ça dit », avertit Jamison. Et maintenant, le 3e jour était arrivé. À ce moment-là, le procès n'était plus un procès au sens traditionnel du terme. C'était devenu un règlement de compte, un miroir tendu vers la ville, la forçant à contempler son propre reflet brisé. La matinée commença par une requête de la défense, une nouvelle tentative d'invalider le témoignage de l'agent Frazier. Malcolm lagna. Sa voix était froide, ferme et absolue. Il citait la jurisprudence, les précédents et la pertinence constitutionnelle. Mais plus profondément encore, il y avait du feu dans son ton, un feu alimenté par des nuits blanches, par la photo de son fils, par le journal intime dans son tiroir qui s'alourdissait à chaque entrée. Puis ce fut l'explosion. L'agent Garrett Klein était assis tranquillement derrière la table de la défense, tel un serpent enroulé dans un costume trop moulant pour la fureur qui couvait en dessous. Mais lorsque la requête fut rejetée, lorsque Malcolm Reeds, le regard inflexible, laissa le témoignage qui désignait Klein comme un manipulateur de justice, un bourreau de procédure, resté au dossier du tribunal, quelque chose en lui se brisa. Il se releva d'un bond, la chaise claquant en arrière, et avant que quiconque puisse bouger, avant même que les huissiers ne puissent s'en rendre compte, Klein fonça. Sa voix déchira la salle d'audience comme une balle. Espèce de nègre arrogant. L'insulte raciste siffla de sa gorge comme du venin. Une seconde plus tard, son poing heurta le visage de Malcolm, et le juge recula en titubant. La salle se figea. Personne ne bougea, personne ne cria, même le sténographe s'arrêta de taper au milieu d'un mot. Le temps retint son souffle. La main de Malcolm se leva lentement et essuya le sang de sa lèvre fendue. Son regard croisa celui de Klein. Pas de peur, seulement du feu. Il descendit du banc, sa robe noire flottant comme une armure, et fixa l'officier du regard. Mais il ne leva pas le poing. Il n'appela pas à l'ordre. Il n'en avait pas besoin. Au lieu de cela, sa voix trancha la paralysie, basse et tonitruante. On n'a pas le droit de faire taire la justice dans ma salle d'audience. Chaque mot résonna comme un coup de marteau. Klein ne répondit plus. Il resta planté là, furieux, jusqu'à ce que les huissiers retrouvent enfin suffisamment de raison pour l'emmener menotté.
Les médias restèrent médusés. La galerie resta médusée. Même l'expression de l'avocat de la défense passa du détachement suffisant à l'incrédulité pure et simple. Et pourtant, Malcolm se tenait debout. Non pas inébranlé, mais intact. Plus qu'un simple juge, mais une ligne tracée dans le sable. À cet instant, la salle d'audience se transforma. Il ne s'agissait plus seulement de Jamari Taylor, ni même de la police qui avait tenté de l'enterrer. Il s'agissait de toutes les chaînes invisibles que le système avait enroulées autour de la vérité pendant des décennies, et de l'homme qui, contre toute attente, avait choisi de les briser. Le monde extérieur s'embrasa. En quelques heures, les images se répandirent comme de l'essence sur de l'herbe sèche, brute, crue et impossible à nier. Le cri du garçon, l'éclair du taser, le grincement de la botte de l'agent. La chambre d'écho de la salle d'audience avait été percée par l'indignation non filtrée du public. Les chaînes d'information diffusèrent la vidéo en boucle, tandis que les commentateurs spéculaient, détournaient les débats et parfois exigeaient des comptes. Devant le palais de justice, une foule de plus en plus nombreuse se forma, d'abord par dizaines, puis par centaines, puis par milliers. Des pancartes en carton affichaient « Justice pour Nathaniel ». Des juges, pas des marionnettes, et le système et le crime. Mais les manifestants n'étaient pas les seuls à se rassembler. Des rangées de policiers anti-émeutes se tenaient côte à côte au pied des marches de marbre, le visage indéchiffrable derrière des visières en plexiglas, leurs matraques suspendues comme des extensions de leur volonté. Certains arboraient des insignes fraîchement effacés de leur nom. D'autres regardaient droit devant eux, silencieux, transpirant sous le kevlar et la tension. Le palais de justice ressemblait à une poudrière. Le sénateur Frame ne perdit pas de temps. Il se tenait, raide, devant une mer de micros, condamnant le comportement du juge Reeds comme émotionnellement inapte, le qualifiant de menace à la procédure régulière. Derrière la tribune, ses paroles étaient creuses, chaque syllabe prononcée avec une précision chirurgicale, une performance pour les caméras plus que pour la justice. Quelques heures plus tard, il faisait passer en douce une motion devant une sous-commission demandant la radiation de Reeds, dissimulant sa démarche derrière un jargon législatif et une ambiguïté procédurale. Dans des salles obscures, imprégnées de fumée de cigares et d'ambition, le commissaire Hoyt a réuni ses alliés judiciaires, la voix basse, la mâchoire serrée, réclamant un procès nul pour tempérament compromis. Mais leurs murmures sont arrivés trop tard, parce que quelque chose avait changé. Le silence qui étouffait autrefois le système a commencé à se dissiper, d'abord par des murmures, puis par des fuites. Un à un, des policiers anonymes se sont manifestés, non pas en personne, mais par le biais d'emails cryptés, d'enveloppes brunes et de serveurs proxy sans trace. Des images de caméras embarquées ont fait leur apparition dans les boîtes de réception des médias. Arrestations non publiées, agressions non provoquées, horodatage falsifié. Des notes internes ont fait surface, révélant des quotas pour les arrestations de mineurs, exhortant les policiers à cibler les cibles faciles dans les quartiers mal desservis. Les plus accablants étaient des bulletins de paie indiquant des primes trimestrielles classées sous des catégories vagues. Initiative de conformité communautaire, application de la loi basée sur les données, et, plus simplement, excellence de la performance. Les montants étaient trop constants pour être ignorés. Superposés aux documents judiciaires, les chiffres se cristallisaient comme du sang sur du verre. Pour chaque jeune noir condamné, certains entrepreneurs, centres de détention et même des élus locaux en tirèrent profit. Les rédactions se sont empressées de recouper les noms, les sociétés écrans et les adresses. Ce qui avait commencé comme un drame judiciaire s'est transformé en une véritable prise de conscience municipale. La classe politique de la ville a tenté de prendre ses distances. Des attachés de presse ont démissionné. Un adjoint au maire junior a fui l'État. Mais la salle d'audience a tenu bon. Elle était devenue un véritable creuset. À l'intérieur, le juge Malcolm Reeds n'a pas bronché.
Il avait passé des années à naviguer dans les ténèbres d'un système auquel il n'avait jamais pu pleinement faire confiance, mais qu'il n'avait jamais osé abandonner. Et maintenant, au cœur du cyclone, il n'éprouvait aucune peur. Il rédigea des assignations à comparaître pour le commissaire Hoyt et le sénateur Frame lui-même, signant chaque document d'un stylo lourd qui tremblait à peine entre ses doigts. Le banc du procureur pâlit d'incrédulité. L'équipe de défense, prise dans le piège de ses propres retards et réorientations, a tenté une dernière tactique désespérée. Requête en destitution de Reeds, recours devant des juridictions supérieures, accusation d'activisme judiciaire. Mais Reeds ne cherchait... L'atmosphère dans la salle d'audience s'épaissit. Les journalistes tapaient furieusement sur leurs claviers. Les huissiers échangèrent des regards. Malcolm examinait chaque élément de preuve, non pas comme un fonctionnaire remplissant son rôle, mais comme un homme au bord d'une vérité qui menaçait de le consumer depuis des décennies. Il en avait déjà vu des échos, des affaires qui sentaient mauvais, des verdicts trop clairs, des vies effacées d'un coup de marteau. Mais jamais les preuves ne s'étaient présentées avec autant de vivacité, de violence. Il avait toujours su que quelque chose couvait sous la surface. Maintenant, l'infection était visible. Des flashbacks s'immisçaient comme des fantômes, spontanés, mais inévitables. 3 mois auparavant, Malcolm se tenait dans une salle de conférence vitrée surplombant la ville, offrant une échappatoire aux tranchées, doublée de velours. L'associé principal du cabinet, tout en charme et en eau de Cologne, avait brossé le tableau d'arbitrage facile, d'une robe sur mesure, d'un bureau d'angle à l'abri des regards. Il se souvenait d'être resté à la fenêtre, à regarder le quadrillage de lumière clignotant à travers la ville. Il avait pensé au garçon de l'année précédente, celui qui pleurait dans sa manche tandis que son avocat commis d'office lui murmurait qu'il n'y avait rien à faire. L'offre était lucrative, les conditions étaient idéales. Il avait décliné, non par fierté mais par détermination. « Je suis devenu juge pour défendre ceux que personne d'autre ne défendrait », leur avait-il dit, « même si ça me brûle vif. » Maintenant, ils essayaient d'allumer la mèche. Les attaques se sont coordonnées. Quelqu'un a publié des photos de ses années d'université, recadrées et légendées pour suggérer des affiliations qui n'étaient pas réelles. Des sources anonymes l'ont accusé de partialité envers les forces de l'ordre. Un article diffamatoire a circulé, affirmant qu'il avait un jour aidé un proche à éviter une inculpation pour crime, un mensonge construit sur une demi-vérité. Mais il n'a pas hésité. Il s'est plongé dans les transcriptions, a examiné la jurisprudence jusqu'à l'aube, a rencontré en privé les greffiers pour s'assurer que personne ne falsifie les preuves. Pourtant, la menace planait comme une marée. Des alertes à la bombe ont été lancées au palais de justice. Une brique a brisé le pare-brise de sa voiture. Des manifestants des 2 camps se sont affrontés à l'extérieur, des chants s'élevant comme des hymnes de duel. Mais l'histoire refusait de s'éteindre. Le visage de Nathaniel est devenu un symbole. Des artistes ont peint des fresques à son effigie sur des devantures de magasins barricadés. Des enfants portaient des pancartes à son nom. Des mères brandissèrent des photos de leurs fils disparus dans le système judiciaire. Ce qui n'était au départ qu'une indignation s'est transformé en révélation. Les gens ont commencé à se poser des questions plus complexes. Pourquoi des sociétés de sécurité privées finançaient-elles des programmes pour mineurs? Pourquoi les établissements pénitentiaires de la ville recevaient-ils des primes de financement en fonction du taux d'occupation? Pourquoi tant de condamnations étaient-elles liées aux mêmes juges, aux mêmes entrepreneurs, aux mêmes cabinets d'avocats? La ville commençait à se réveiller. Pourtant, au tribunal, la bataille faisait rage. Reeds a autorisé des témoins clés à témoigner malgré les objections procédurales. Il a rejeté des requêtes visant à supprimer des preuves. Il a autorisé la divulgation de dossiers scellés lorsque l'intérêt public l'emportait sur la protection de la vie privée. Chaque jour, de nouveaux liens apparaissaient. Un centre de détention appartenant à une société présidée par le cousin du commissaire Hoyt.
un don de campagne d'un fournisseur d'établissements pour mineurs au sénateur Frame, quelques semaines avant l'adoption d'une loi clé. L'énigme ne ressemblait plus à de la justice. Elle ressemblait à du racket. Certains jours, Malcolm dormait à peine. Il arrivait en avance, le costume repassé, les yeux cernés. Il portait un carnet usé où il griffonnait pensées, citations, numéros de dossier. Pas d'assistant, pas de garde du corps, juste de la détermination. Il y avait des moments où même lui sentait la chaleur se rapprocher, lui léchant la base du cou. Mais chaque fois qu'il envisageait de battre en retraite, il se souvenait du silence de la mère de Nathaniel, assise à la tribune, serrant une photo comme une bouée de sauvetage. À la fin de la semaine, une nouvelle fuite fit surface. Des enregistrements audio de briefings internes de la police décrivant les jeunes comme des atouts et des unités. Reeds diffusa l'enregistrement en audience publique. Des exclamations de surprise emplirent la salle. Les journalistes se levèrent, les procureurs blêmirent. Les avocats de la défense chuchotaient entre eux, paniqués. La salle d'audience n'appartenait plus à une partie. Malcolm Reeds se tenait sous le poids de l'histoire, non pas intact, mais inflexible. On pouvait le salir, le menacer, le dépouiller de son titre. Mais les archives resteraient. Les assignations à comparaître avaient été déposées. Les documents étaient publics. Le processus était en marche. Ce qui avait commencé comme un procès pour un garçon devenait un procès pour la ville elle-même. Et l'incendie à l'extérieur n'était plus seulement de l'indignation, c'était un jugement. 4e semaine. Le procès avait duré plus longtemps que prévu. Les journalistes se relayaient, certains dormant dans leurs fourgonnettes pour conserver leur place. Les manifestants restèrent fermes devant les grilles du tribunal, emmitouflés dans des couvertures la nuit, leurs chants se transformant en hymnes discrets à l'aube. La tension se propageait à travers la ville comme un fil tendu au bord de la rupture. Pourtant, malgré tout cela, le juge Malcolm Reeds restait assis à son siège chaque matin, le dos droit, le regard droit devant lui, comme sculpté dans le siège lui-même. À ce moment-là, le maire était désespéré. Les yeux de la nation rivés sur chaque mot prononcé dans la salle d'audience, il lança un appel public à la suspension du procès, invoquant des menaces crédibles pour la sécurité contre des fonctionnaires et des bâtiments municipaux. Mais aucune menace ne se matérialisa. Du moins, aucune autre que la vérité qui se dévoilait sans cesse entre les murs de la salle d'audience. Reeds répondit non par des discours, mais par le silence, émettant une ordonnance formelle demandant aux agents fédéraux de veiller à ce que les procédures judiciaires se poursuivent sans interruption. Chaque matin, les agents l'encadraient lorsqu'il entrait par une entrée latérale. Les manifestants se taisaient momentanément, laissant la place à l'homme devenu le symbole d'une détermination inébranlable. Dans la salle d'audience, la situation s'aggravait de jour en jour. Les assignations à comparaître révélèrent des notes de service cachées. Les témoins cédèrent sous le contre-interrogatoire. Même l'accusation, autrefois arrogante et dédaigneuse, commença à trébucher, tâtonnant dans ses documents, changeant d'argument en plein milieu d'une phrase. Chaque jour, une nouvelle requête était déposée pour que Reeds soit dessaisi de l'affaire, invoquant partialité, irrégularité, voire inaptitude médicale. Chaque jour, ces requêtes étaient rejetées. Chaque jour, Reeds restait assis. Et puis, le dernier jour arriva. L'atmosphère était électrique ce matin-là, comme si la ville entière retenait son souffle. Les gens faisaient la queue avant le lever du soleil. Les contrôles de sécurité se multipliaient. La salle d'audience se remplit rapidement. Presse, observateurs juridiques, défenseurs des droits civiques et même d'anciens juges désormais à la retraite, atterrés par la gravité du moment. Les images de la clé USB, la même clé qui avait été rejetée, enterrée, presque détruite, furent finalement jugées recevables. Reeds prit sa décision depuis le banc, les yeux rivés sur l'avocat principal de l'accusation, dont la bouche s'ouvrit en signe d'objection une seconde trop tard. Les écrans s'allumèrent. D'abord, des parasites. Puis, les images granuleuses et horodatées. Une voiture de patrouille, ses phares clignotant faiblement dans l'obscurité. Puis du mouvement. L'agent Clean,
traînant Jamari sur le trottoir comme un bagage abandonné. Jamari avait les poignets menottés dans le dos, le visage déjà tuméfié, les yeux papillonnants. Il n'y eut aucune lutte, aucune résistance. Pourtant, Clean le frappa, 1 fois, 2 fois, de nouveau. La caméra trembla légèrement, capturant les insultes haletantes de Clean entre 2 coups. Chaque mot était une blessure vive et affreuse, résonnant dans le silence de la salle d'audience. Une seconde silhouette apparut brièvement, puis recula. Et puis, l'acte final. Clean sortit un couteau d'un sac scellé de preuves. Il le tint maladroitement un instant, jetant un coup d'œil autour de lui, puis le glissa dans la poche de Jamari avec une précision chirurgicale. Dans la salle d'audience, pas une âme ne bougea. Le jury resta figé, les mains serrées sur ses genoux. Un journaliste laissa tomber un stylo, le léger tintement résonnant comme un feu d'artifice. Dehors, une onde parcourut la foule rassemblée tandis que la vidéo était retransmise en direct. Les manifestants se pressaient contre les grilles, les mains sur la bouche, les larmes coulant à flots. Dans la rangée réservée à la presse, les caméras s'immobilisèrent. La vidéo s'arrêta. Reeds se pencha lentement en arrière, son regard scrutant les visages devant lui, les jurés stupéfaits, l'accusation au visage pâle, le sténographe tremblant. Il avait déjà entendu l'expression « un tournant ». Mais ce n'était pas un tournant, c'était une implosion. Quand le jury revint des heures plus tard, personne n'osait respirer. Leur présidente, une femme d'une 40aine d'années aux yeux profondément ridés, se tenait debout, les mains tremblantes, prononçant le verdict. Coupable de tous les chefs d'accusation. Les mots semblèrent flotter dans l'air un instant avant d'atteindre leur but. Des halètements. Un cri étouffé. Un avocat de la défense s'affala sur sa chaise. Clean, assis entre 2 adjoints, regardait droit devant lui, le visage vidé de l'arrogance assurée qu'il portait autrefois comme une armure. Sa mâchoire se contracta, mais il ne dit rien. Reeds ne fit aucune mise en scène. Il prononça simplement la sentence. 45 ans de prison fédérale sans possibilité de libération conditionnelle. Le marteau frappa 1 fois. Et d'un seul coup, le silence se brisa. Des applaudissements fusèrent devant le palais de justice. Les manifestants pleuraient ouvertement. Des chants s'élevèrent des rues, non plus seulement des appels à la justice, mais la déclaration qu'elle était enfin, sans équivoque, rendue. Mais ce qui suivit ne fut pas simplement la fin d'un procès. Les images avaient mis le feu aux poudres. En quelques jours, des agents fédéraux ont perquisitionné la division des affaires internes de la ville. Des documents confidentiels que l'on croyait détruits ont été récupérés sur des serveurs cryptés et des disques durs cachés dans des meubles évidés. Le commissaire Hoyt, longtemps soupçonné mais jamais touché, a été arrêté après la fuite de notes de service montrant son implication directe dans la falsification de preuves et la dissimulation d'informations. Photographie. Courriel. Virement bancaire. La piste menait bien au-delà de Hoyt. Le sénateur Michael Frame, figure éminente de l'Assemblée législative de l'État et opposant de longue date à la réforme de la police, a été impliqué dans le scandale après que des relevés téléphoniques ont révélé des communications nocturnes avec Clean et Hoyt dans les jours qui ont suivi l'arrestation de Jamari. Il a démissionné, déshonoré, lors d'une conférence de presse organisée à la hâte, le front perlant de sueur, alors qu'il lisait une déclaration préparée. La division des affaires internes, telle qu'elle était, a été dissoute par décret d'urgence. À sa place, un comité de surveillance civile a été créé, le premier du genre dans l'histoire de l'État, doté d'un pouvoir d'assignation à comparaître et d'un système de contrôle public. Pour la première fois depuis des décennies, les citoyens auraient un regard direct sur les services chargés de demander des comptes aux forces de l'ordre. Pendant tout ce temps, Reeds resta silencieux. Il refusa les interviews, refusa les contrats d'édition. Chaque soir, il rentrait dans sa modeste demeure, ôtait sa robe de chambre et s'asseyait seul à la table de sa cuisine avec une tasse de café noir, feuilletant parfois de vieux dossiers comme pour se rappeler où tout avait commencé. Il savait mieux que quiconque que la justice n'était pas une fin en soi,
mais une guerre menée bataille après bataille. Et dans cette guerre, les victoires étaient rares et souvent incomplètes. Pourtant, il s'était battu. Bientôt, on commença à l'appeler non plus le juge Reeds, mais simplement Reeds, comme s'il était plus qu'un homme, une idée. Un rappel qu'une seule personne, déterminée et inflexible, pouvait ébranler les fondations d'un système défaillant. Non pas par des discours retentissants ou des gestes amples, mais en faisant ce qui est difficile quand la facilité l'appelait. On écrivit des articles sur lui. Des étudiants le citèrent dans leurs mémoires de droit. Les manifestants ont peint des fresques murales avec son visage au-dessus des mots « La justice ne cède pas ». Pourtant, Reeds lui-même n'a jamais reconnu le mythe qui se formait autour de lui. Il est resté les pieds sur terre, présidant tranquillement des affaires moins médiatisées avec la même diligence et la même intégrité. Mais pour ceux qui avaient été témoins de ce qui s'était passé dans cette salle d'audience, pour ceux dont la vie avait été bouleversée à jamais par le poids de ce verdict, Reeds était devenu inoubliable, non pas parce qu'il était parfait, mais parce qu'il n'avait pas bronché. Ce dernier jour, lorsque les caméras ont zoomé pour les derniers plans, Reeds a regardé la salle d'audience, les jurés qui osaient voir, les avocats qui osaient parler, les jeunes stagiaires qui osaient espérer. Ses yeux étaient lourds, non pas d'épuisement, mais du poids de ce qui avait été mis à nu. Que cette affaire nous le rappelle à tous. La justice ne doit pas trembler face au pouvoir. Le pouvoir doit trembler face à la justice. Les mots n'étaient pas criés. Ils furent prononcés avec simplicité, presque avec douceur, comme une bénédiction finale. En fin de compte, ce dont ce tribunal fut témoin n'était pas seulement un verdict, c'était une révolution.